ça fait 10 ans maintenant que je travaille sur ce sujet-là de l'autodétermination et j'ai eu l'occasion de pouvoir me former en Suisse, en France et donc au Québec. C'est ça, je vous ai préparé un petit diapo. L'objectif, c'est qu'au sortir de ces 20 minutes-là, vous ayez en fait la base, afin d'être sûr que quand on parle d'autodétermination, on parle bien de la bonne chose. Parce que c'est ça qu'on constate souvent, c'est que, Ouais. eh ben, on peut des fois Hop, je me permets juste de t'interrompre parce que le slide, on ne le voit pas en mode présentation. Ah, c'est un détail, hein, mais attends, j'essaye de faire de... Ah waouh, OK, parce que moi je l'ai en présentation sur mon ordi, fait que je C'est comprends. du Lars von Trier, c'est le dogma. Je sais pas quoi vous dire moi. Et Genre, si c'est compliqué, c'est très bien comme tu fais. voilà, je vais vous le laisser comme ça, c'est pas bien grave. Ouais, c'est tout bon. Vous le voyez assez, de toute façon, je vais tout vous raconter. Puis si vous le voulez, je peux vous l'envoyer aussi, c'est vraiment pas un problème. À la fin, il y a mon adresse email, vous pourrez la noter puis m'écrire. OK. Merci. Bon. OK, on va démarrer du coup parce que 20 minutes pour vous parler d'autodétermination, c'est vraiment court. Faut que vous sachiez que des fois, je donne des formations de 3 jours qui durent 7 heures par jour. Fait qu'il y a du stock. OK, on va commencer par 3 définitions hyper importantes sur l'autodétermination. En fait, si nous, on commence à en parler depuis quelques années en France, il faut que vous sachiez que finalement, la recherche sur le sujet date d'il y a au moins 40 ans maintenant. Donc, vous voyez les noms là, Webmeyer, puis Abery et Stancliffe sont comme les piliers et les personnes qui ont commencé à travailler sur ce sujet-là. Pourquoi ces 3 définitions-là? C'est parce qu'à l'intérieur de chacune d'entre elles, il y a un élément qui est important et qu'il faut s'assurer de garder en tête parce que si cet élément-là n'est pas présent, alors c'est pas de l'autodétermination. Donc on est parti. La première définition de Webmeyer qui dit que être autodéterminé, c'est agir comme le maître d'œuvre de sa vie afin de maintenir et d'améliorer sa qualité de vie. Ici, l'élément qui est important, c'est qualité de vie. L'autodétermination, c'est toujours dans le sens d'améliorer ou à minima de maintenir sa qualité de vie. Alors là, vous allez me dire, oui, mais pour ce qui est consommation de cigarettes, ça améliore pas la qualité de vie, ça donne le cancer. Oui, c'est vrai. Sauf que c'est quoi la fonction de fumer une cigarette? Il faut réfléchir toujours au contexte. Qu'est-ce qui, pour la personne en face de vous, améliore sa qualité de vie? C'est pas ce qui, pour vous, améliorera forcément votre propre qualité de vie. Donc, il faut faire extrêmement attention à ça. La cigarette peut être un lien social hyper intéressant pour certaines personnes, à condition de ne pas en fumer 30 par jour, on est d'accord. Mais faire attention à ça, ce qui pour vous améliore votre qualité de vie n'est pas ce qui pour les autres améliore leur qualité de vie. OK, donc premier élément important, qualité de vie. Seconde définition, donc d'Abery et Stancliffe, qui disent que c'est exercer du contrôle sur les dimensions qui sont importantes pour soi. Toujours dans la même logique, ce qui est important pour moi, c'est pas forcément ce qui est important pour l'autre. Et ça peut arriver parfois dans nos habitudes d'accompagnement qu'on oublie cette partie-là de qu'est-ce qui est important pour la personne. Quand une personne exprime le souhait de aller vivre en appartement supervisé ou appartement autonome, en tout cas. Qu'est-ce qui est important pour elle dans cette demande? Bon, peut y avoir plein de choses, mais nous, dans nos habitudes d'accompagnement bien institutionnalisées parfois, on demande à ce que la personne, avant d'aller vivre dans ce type de logement, puisse réaliser certaines activités comme se faire à manger, savoir gérer un budget, faire son ménage. Bon, on m'a dit que ça se faisait de moins en moins, mais c'est un exemple qui fonctionne quand même. Si ce qui est important pour la personne, c'est pas du tout faire à manger, faire le ménage, etc., on n'est pas en train de favoriser le développement de l'autodétermination de la personne. On l'accompagne, OK, mais on ne pourra pas parler d'autodétermination dans ce cadre-là. Donc, gardez bien en tête, qualité de vie, ce qui est important pour la personne. Ensuite, troisième définition, c'est le fait de gouverner sa vie sans influence externe indue. Là, ce qui est important, c'est la notion d'influence externe indue.
Parce qu'influence externe, en fait, on l'a tout le temps, partout, c'est tout à fait normal. Tu as un ami qui revient de vacances, qui te montre des photos, ça a l'air paradisiaque. Tu vas avoir envie d'aller à la même place. C'est de l'influence externe. Là où l'influence est indue, c'est quand la personne en face de nous n'a plus vraiment la liberté de répondre ce qu'elle souhaite vraiment. Et ça, en tant qu'intervenant, accompagnant, travailleur social, peu importe, on peut avoir cette influence-là sans le vouloir. Parce qu'il faut savoir aussi que parfois, les personnes qu'on accompagne, bah, il y a une certaine désirabilité sociale. Ça veut dire qu'ils souhaitent nous faire plaisir et ils savent très bien qu'est-ce qu'on veut entendre. Donc, ils auront tendance à répondre qu'est-ce qui nous arrange, qu'est-ce qui nous fait plaisir et pas ce qui, pour eux, compte. Là, je veux porter votre intention sur le fait que c'est pas catastrophique d'avoir une influence indue. L'important, c'est d'avoir une réflexion sur est-ce que j'en ai eu une? Et si vous vous en rendez compte, c'est pouvoir faire un retour auprès de la personne quand vous rendez compte que vous avez eu une influence externe indue en disant, mais tu avais le droit de répondre ce que tu souhaitais. Vous mettez pas trop de stress, trop de pression non plus. Là, genre, il faut juste avoir un peu d'introspection pour la repérer au cas où elle arrive. Donc, 3 choses, qualité de vie, ce qui est important pour la personne, être vigilant à son influence indue. On va passer à un autre truc qui est aussi hyper important. En même temps, en 20 minutes, tout va être assez important. Ce que n'est pas l'autodétermination. Puisque très souvent, j'entends, quand moi je viens parler de ça, on me dit « Ah, l'autodétermination, c'est ceci, c'est cela ». Non. L'autodétermination, ça ne veut pas dire qu'on fait ce qu'on veut, quand on veut, puis qu'il n'y a plus de règles, puis qu'on ne respecte plus rien. Non, c'est pas l'anarchie complète non plus. Ça serait chouette, mais malheureusement, c'est pas ça. Reste qu'on vit, on évolue dans une société qui a ses règles. Il faut les apprendre et il faut savoir les respecter. Donc, ça ne veut pas du tout dire faire ce que je veux quand je veux. J'insiste là-dessus, parce que ça m'est déjà arrivé de former des personnes en hébergement à l'autodétermination, donc des adultes qui ont une déficience intellectuelle. Quand je suis revenue quelques mois plus tard, ils m'ont expliqué, les professionnels qui travaillaient là, que ma formation, il fallait peut-être la revoir parce que maintenant, ils utilisaient l'autodétermination pour tout en disant oh, ça, je fais ce que je veux, je suis autodéterminée. Bon, surtout pour faire des choses qu'ils n'avaient pas le droit de faire, comme faire du bruit tard la nuit ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est pas faire ce que je veux quand je veux. L'autodétermination n'a rien à voir avec l'indépendance, le niveau d'autonomie. On peut tout à fait avoir besoin de soutien et d'accompagnement pour tous les actes de la vie quotidienne et pourtant être tout à fait autodéterminé. Et là-dessus, je vous donne juste un exemple d'une personne qui a un blog qui s'appelle Roulette et sac à dos. C'est une personne qui est tétraplégique, qui est passionnée de voyage, qui voyage à travers le monde. Elle a besoin d'accompagnement, d'aide pour se nourrir, s'habiller, assurer son hygiène, etc. Donc en situation de dépendance importante, mais tout à fait autodéterminée. Donc, la prochaine fois qu'on vous dit « oui, l'autodétermination, c'est bien, mais pas pour ceux qui sont polyhandicapés », vous répondrez ça. C'est pas vrai. Ça ne veut pas non plus dire qu'on n'a pas besoin d'aide. On a toujours besoin d'un coup de pouce. On a toujours besoin de quelqu'un pour nous expliquer quelque chose qu'on ne sait pas. Peu importe nos difficultés et nos défis. Donc, ça ne veut pas dire genre ne plus faire d'accompagnement. Et ce n'est pas uniquement faire des choix. On résume souvent l'autodétermination à cette notion-là de faire des choix, et c'est normal parce que c'est ce qui est le plus simple à comprendre, le plus évident, mais ce n'est pas juste ça. En fait, il y a faire des choix, prendre des décisions, se connaître, connaître ses valeurs, ses préférences, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, là où on est bon, là où on n'est pas bon, parce qu'on ne peut pas être bon partout, là. Donc, ça implique évidemment de pouvoir tester des situations différentes. On y reviendra un peu plus tard. Donc, gardez bien ça en tête. Rien à voir avec l'autonomie ou l'indépendance. Rien à voir avec faire ce que je veux quand je veux. Et c'est bien plus que seulement faire des choix. Ensuite, ça concerne qui et quand. On va aller assez vite là-dessus. C'est simple comme réponse.
tout le monde, tout le temps. Bon, un bébé, là, c'est ça, on va peut-être pas tout de suite, là. Quoique, un bébé qui se met à hurler en plein milieu de la nuit parce qu'il a faim et que son désir, c'est d'être nourri, on peut pas mal parler d'autodétermination quand même. Ce que là, je veux vous dire, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à s'autodéterminer. On peut faire des accompagnements à l'autodétermination, même pour des personnes âgées, et on peut travailler l'autodétermination, et ce, quels que soient les défis, quelles que soient les situations de handicap rencontrées. Je ne vous dis pas que ça va être facile. Non, c'est sans doute plus compliqué, plus il y a des situations défis, mais c'est jamais impossible. Bon, à quoi ça sert d'être autodéterminé? Puis pourquoi on en parle autant ces dernières années? Ben déjà parce que, je vous disais, hein, la recherche date d'il y a plus de 40 ans sur le sujet. Et ce qu'on a fait comme constat, c'est que quand une personne augmente son niveau d'autodétermination, ben, en même temps, elle augmente sa qualité de vie. En même temps, c'est normal, c'est ce qui est recherché. Mais ça augmente aussi la satisfaction face à ses relations sociales, sa vie professionnelle, ça augmente même comment on dit ça? En gros, les ressources financières, parce que les personnes se mettent à trouver du travail ou faire des activités qui rapportent des sous. Bref, il y a des corrélations positives sur tous les aspects de la vie de la personne concernée. Un autre élément, c'est que tout simplement, ça augmente la reconnaissance des droits des personnes en situation de handicap, hein, qu'on peut avoir tendance à bafouer. Ne serait-ce que tout récemment, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui sont sous tutelle ont depuis très peu le droit de vote. Donc, et c'est lié avec des mouvements d'autodétermination, tout ça. Également, c'est reconnu comme une meilleure pratique. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme de meilleure pratique. Je pense que oui, mais le label meilleure pratique n'est pas juste donné comme ça. Là, c'est des collèges de professionnels, de chercheurs, d'universitaires, etc., qui font des recherches, mais d'une rigueur que c'est vraiment au top du niveau de la recherche, là, qui compare différentes pratiques, puis il y en a une qui gagne. Bon, et c'est l'autodétermination qui, depuis quelques années, est reconnue comme la meilleure pratique. Et enfin, bah, tout simplement, ça répond à une demande des personnes concernées. C'est tout. Et on le voit, par exemple, avec l'association Nous aussi, dont la phrase, le logo, c'est rien sur nous sans nous. Bon, bah, ça parle d'autodétermination. Donc, pour toutes ces raisons, c'est important. OK, il me reste encore quelques minutes, là. 3 dernières choses fondamentales à garder en tête. Je vous dis, c'est un topo sur la base de tout ce qui est important. Ces 3 concepts-là sont vraiment, vraiment à garder en tête. Le premier, c'est que l'autodétermination, c'est un apprentissage. On ne peut pas, genre, juste dire: «Ah OK, moi je décide que cette personne, à partir de maintenant, elle est autodéterminée». Non, ça ne marche pas. C'est pas inné, ça s'acquiert au cours des années et puis c'est un apprentissage qui, comme tous les apprentissages, doivent se faire en zone proximale de développement. C'est-à-dire une étape suffisamment grande pour que j'apprenne quelque chose, mais pas trop, parce que sinon je ne serais pas en mesure de la réaliser et de faire quelconque apprentissage dedans. Je vais juste vous donner un exemple concret pour, pour ces zones proximales de développement que je trouve hyper révélateur. Dans un foyer où j'étais intervenue, une jeune fille avait décidé qu'elle voulait changer de style vestimentaire. Une femme adulte, hein. Il faut savoir que, contexte, toujours hyper important, jusque-là, ça avait toujours été sa mère qui choisissait ses vêtements. Tous les matins, elle lui fournissait son set pour la journée. Les intervenants entendant ça disent: «OK, tu sais, bah, oui, avec grand plaisir, on va t'accompagner là-dedans, puis on va aller à H&M», n'importe quel autre magasin. Et donc elle s'est retrouvée devant des centaines et des centaines de t-shirts, de pantalons, de couleurs, de chaussures et puis de lumière, en tout cas. Donc elle s'est retrouvée de faire
de prendre zéro décision par rapport à ses vêtements de jour en jour, à une combinaison absolument infinie de potentialités de vêtements. C'est trop, là. C'est too much. L'étape est beaucoup trop grande pour qu'on soit dans une zone proximale de développement où elle peut faire un apprentissage. Commence par 2-3 suggestions. Elle n'a jamais appris à juste décider. Donc, il faut lui proposer d'abord. Ensuite, elle pourra genre, choisir dans sa propre armoire. Ensuite, seulement, il y aura l'étape du magasin qui est, c'est ça. Personnellement, moi aussi, je suis perdue dans un magasin. En tout cas, l'autre élément hyper important, c'est repérer les occasions d'autodétermination. Parce que sans ces occasions, forcément, il n'y a pas d'apprentissage. Et les occasions, elles sont souvent offertes par l'environnement. Donc, quand on travaille l'autodétermination, il faut autant travailler auprès de la personne concernée que auprès de l'environnement dans lequel elle évolue. Et il faut savoir faire évoluer cet environnement-là. Je vais même vous dire, à travers les recherches, c'est souvent l'environnement qui est le plus gros frein et non pas les capacités de la personne. Donc, faites bien attention, réfléchissez à l'environnement dans lequel la personne évolue et l'environnement que vous créez pour elle. Une occasion d'autodétermination, ça peut être construit comme on va organiser des vacances et puis on va faire participer les personnes pour savoir où on va, comment on s'y rend, combien de temps on y va, à quelle saison. Ou ça peut être des moments comme ça impromptus au cours d'une journée. Et un exemple tout simple, une fois j'étais allée donner une formation quelque part et au moment du midi, une personne avec un handicap arrive vers moi avec une cruche d'eau pour me servir. Et en fait, elle s'est fait arrêter dans son élan par un professionnel qui a dit non, non, c'est bon, je vais servir la madame. Et en fait, c'était une belle occasion d'autodétermination parce que socialement, c'était tout à fait adapté. Qu'est-ce qu'on en sait que ce n'était pas une raison pour elle de venir taper la discute avec moi? Donc, mais ça s'est passé dans le temps d'une demi-seconde. Donc pareil, il ne faut pas se mettre la pression non plus. Si vous en ratez des occasions, ce n'est pas une catastrophe. Mais l'important, c'est pouvoir de temps en temps se poser et dire, est-ce que j'en ai loupé des occasions d'autodétermination? Puis d'apprendre tranquillement à les repérer au quotidien. Et enfin, oser prendre des risques. Bémol, quand je vous parle de risque, je ne vous parle pas de mise en danger. C'est extrêmement important. Si je vous parle de risque, c'est parce que ça a été le résultat principal dans mon travail de thèse, le frein principal en fait à l'autodétermination, où tout est perçu comme un potentiel risque. L'échec de la personne accompagnée est un risque trop important pour essayer. Et c'est dommage parce que quand vous réfléchissez, vous vous êtes tous déjà plantés quelque part. Vous avez tous déjà vécu un échec. C'est la vie qui veut ça. Après, par contre, l'échec s'accompagne, le travail de deuil s'accompagne, apprendre à se connaître sur pourquoi j'ai raté à cet endroit-là s'accompagne. C'est dans ce sens-là que je vous dis, il faut oser prendre des risques. Quand vous pensez au risque, réfléchissez en équipe à qu'est-ce que ça veut dire et le risque, il est pour qui? Pour la personne ou pour vous? Faites attention à ça. Il est hyper important de pouvoir se remettre en question face à cette notion-là du risque. C'est bon pour vous? Ça a l'air. On va terminer par juste un gros résumé. En fait, l'autodétermination, c'est simple. C'est juste des valeurs qui doivent être à la fois individuelles et sociétales. Et le but, c'est juste de reconnaître que toute personne, quelle qu'elle soit, a le droit de construire la vie qu'elle a envie d'avoir en fonction de ses préférences et de ses aspirations. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et la mise en pratique, c'est ça qui est juste un peu plus compliqué. Et ça va être la présentation juste après moi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et il y a mon adresse mail, vous n'hésitez pas.
Donc, on est plusieurs, hein, vous voyez, à venir vous rencontrer aujourd'hui. On est évidemment ravis et fiers aussi d'avoir eu cette introduction de Coralie, parce que ça, c'est vraiment très, très sympa pour le travail qu'on a pu produire et qu'on va continuer de produire. Alors, moi, je m'appelle Brigitte Pitois-Choquet. J'ai travaillé pendant une quarantaine d'années dans le domaine du handicap et donc dans le médico-social, en étant les 10 dernières années DG d'une association de parents dans la région Champagne-Ardenne, Marne. Et puis, avec l'équipe que j'animais, on a découvert, en fait, dans les années 2006-2010, une convention des droits des personnes handicapées, dont on parle toujours pas ou très peu aujourd'hui. Et ça a consisté, en fait, le travail a consisté à partir des droits des personnes pour pouvoir effectivement peut-être changer des choses dans nos pratiques. Parce qu'effectivement, quand on part des droits, et Coralie le dit assez souvent, on ne permet pas des droits, on en a ou on n'en a pas. Et bien, en fait, oui, tout le monde a des droits, on a tous les mêmes droits. Et ça transforme vraiment les accompagnements et les pratiques d'accompagnement auprès des personnes. Donc on a travaillé là-dessus pendant une vingtaine d'années et on a réussi effectivement à monter à ce moment-là des commissions sur toutes les thématiques d'un établissement médico-social. Et là, les personnes vivant avec un handicap étaient présentes dans tous les temps où on parlait d'elles et de toute façon dans tous les temps de l'organisation. Et puis, c'était compliqué quand même, parce que, en fait, la mission ou la commande, en fait, qu'on pouvait avoir portait pas tellement sur les droits et la participation sociale et l'autodétermination. Ça, c'était pas cette époque d'aujourd'hui. Hein. Du coup, j'ai monté, moi, une auto-entreprise dans les années 2016 où j'ai décidé, en fait, vraiment d'essayer de passer tous les travaux qu'on avait pu faire avec les personnes. Et c'est là où les réflexes étaient vraiment importants à avoir, c'est-à-dire, à chaque fois qu'on parle des personnes, elles sont présentes. Donc ça voulait dire les former, comme nous on a besoin de formation, eh bien elles ont aussi besoin de ce fameux temps d'apprentissage. Et là, aujourd'hui, on a 2 personnes qui ont participé à la formation autodétermination. Kenza, c'était le premier groupe, c'était donc il y a 2 ans, avec l'association des IMC sur les Ardennes et la Marne. Donc, il y avait des personnes d'un CRM, donc pour des jeunes. Il y avait foyer de vie, femmes, foyer d'accueil médicalisé. Et le 2e groupe, la masse nous a rejoints. Et Romain fait partie du coup du 2e groupe où qu'on a vraiment affiné. Et là, l'idée, c'est de partir vraiment de ce que nous a dit Coralie, parce que c'est effectivement, vous allez voir, les modules de formation qu'on a proposés porte sur tous ces grands thèmes, mais ce n'est pas des thèmes, c'est des obligations. Enfin, on peut pas imaginer que l'autodétermination, ça se décrète comme la participation. Et effectivement, il est vraiment important d'accompagner cette formation auprès des personnes concernées, auprès des professionnels, auprès des accompagnateurs des familles, et auprès des organisations, c'est-à-dire aussi des cadres. Hein, voilà. Donc cette formation a aussi été proposée au cadre des établissements. Il y a des réels impacts. On est aussi amené à, ça fait maintenant quelques années, 5-6 ans, on propose aussi quelques modules de formation à l'ADAPI 35, donc sur Rennes et puis toute l'île et Vilaine, essentiellement auprès de professionnels et de travailleurs handicapés en ESAT. Et puis là, bientôt, avec une association APAGE au niveau national, en lien avec Loïc Andrien, donc qui est quelqu'un de chez vous, hein, je crois. Voilà, et on va essayer d'être concret, hein, puisque là, il s'agit de vous montrer vraiment des supports. Bon, ils en ont choisi 3. Alors, ce qui va être aussi intéressant, c'est que là, pendant 2 jours, ces 2 derniers jours, avec toute l'équipe qui a fait la formation, des professionnels et des personnes, nous avons créé des textes qui vont se comment, vous allez pouvoir les voir sur le site Capacité
qui vient de Bretagne. Hein, donc, c'est un site qui est géré par des personnes en situation de handicap, animé par Isabelle de Groot. Hein, donc, voilà. Et donc, ces textes vont parler d'autonomie, d'autodétermination, de pouvoir d'agir, de bien se connaître, pourquoi c'est important de bien se connaître, etc. Et on pourra, si vous le souhaitez, vous les montrer à la fin. On les a finis hier. Le groupe était d'accord pour qu'on vous les montre, donc on va vous les montrer. Évidemment, les capsules sont encore pas faites. Hein. C'est un gros boulot, hein, faire les avatars, etc. Donc là, on va la transition avec Coralie, c'est Kenza et Romain qui vont vous dire un peu comment eux, ils ont compris ce que c'était que l'autodé. En tout cas, en quoi c'est important pour vous, hein, maintenant que vous êtes effectivement formés. Et ce que je vous demanderais, c'est si vous avez des questions à poser à Kenza et à Romain, prenez un peu le temps, parce qu'elle va préparer sa réponse par écrit. On pourra du coup porter notre voix. Et Romain a besoin aussi d'un peu de temps pour que Timothée puisse effectivement voir avec lui et prendre le temps. Donc, il faudra un petit temps, donc pensez-y. Hein. Voilà. Donc, Laurence, tu peux dire qui t'es. Bonjour à tous. Donc, Laurence Milon, moi je suis psychologue de formation. Ça marche pas. Ah, il faut les deux. Je recommence. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Laurence Milon, je suis psychologue de formation. Décidément, moi qui n'aime pas parler dans les micros, c'est génial. Voilà, merci. Donc, je suis psychologue de formation et je travaille depuis une vingtaine d'années auprès de personnes vivant avec un handicap. Et je travaille avec Réjeanne et Brigitte autant d'années. Voilà. Donc j'espère que notre intervention va vous éclairer. Et, voilà. Bonne écoute à toutes et tous. Kenza qui va... Ouais, il faut les deux à chaque fois. Alors Kenza qui nous accompagne aujourd'hui et qui a donc fait partie de la première formation. Et donc je vais être aujourd'hui, je vais lire en fait ce qu'elle a écrit, voilà, pendant la réfléchie depuis 2 ans sur cette question de l'autodétermination. Et donc moi je travaille aussi avec Laurence et Brigitte sur la conception de modules de formation et sur ces questions de l'autodétermination, l'inclusion. Voilà. Donc je crois que ouais. C'est rouge, donc il faut que ce soit vert. D'accord. Bonjour, moi c'est Timothée, du coup je suis aide-soignant à la MAS Marc Toussaint depuis maintenant 9 ans. Je travaille dans le handicap aussi depuis 9 ans. J'ai toujours connu le métier d'aide-soignant à la MAS et du coup aujourd'hui j'accompagne Romain qui est résident chez nous. Bonjour, je m'appelle Romain Moquet. Je suis à la MAS Marc Toussaint. Je vais vous dire. On va le lire après. Et Il a plein de choses à vous dire, donc c'est ça. Mais je pense que là, dans le déroulé, c'est Kenza, je crois, qui démarre. Alors je commence Kenza. Donc je vais vous lire ce que Kenza a écrit pour vous aujourd'hui. J'ai beaucoup travaillé sur l'autodétermination avant de me faire ma propre définition. Pour moi, l'autodétermination, c'est avant tout se connaître et connaître ses valeurs. Se connaître suffisamment pour savoir ce qui est bon pour soi, être une personne d'abord. Cela s'apprend et cela prend du temps. C'est le regard que nous portons sur nous-mêmes. Reconnaître ses valeurs et les mettre en avant. C'est important de définir quelles sont nos valeurs pour favoriser l'estime de soi. Ne pas se dévaloriser, se juger en continu ou se comparer à quelqu'un d'autre. Aimer tout de nous-mêmes. Être une personne d'abord, c'est avoir une identité propre. Être citoyen à part entière. Avoir une vraie place dans la société. Faire ses propres choix. Défendre ses droits. Ensuite,
assez Romain. Donc là, est-ce que tu vois, Romain, l'autodétermination? L'autodétermination C'est là. n'est pas innée. Elle a sa part. L'autodétermination sont portées plein de choses possibles. Plein de choses possibles dans ma vie. Je travaille tous les jours dessus. Seul, je n'aurais pu deviner que cela existait. C'est important de participer à ma vie actuelle et future. Alors toujours, Kenza, j'ai débuté cette formation autodétermination en 2018. C'est à ce moment-là que je prends connaissance de la Convention de l'ONU et de son importance. J'ai appris aussi que porteurs d'un handicap ou non, nous avons les mêmes droits et devoirs que n'importe quel citoyen. Pareillement, je prends connaissance de la discrimination, des injustices, des préjugés qui sont liés au handicap partout dans le monde. Hélas, tout ceci reste encore d'actualité. La Convention de l'ONU n'est pas prise totalement en compte encore aujourd'hui et elle est encore méconnue. Cette formation rentre en jeu durant une période assez particulière dans ma vie personnelle suite à des soucis de santé. Hélas, j'ai mis mes rêves, mes projets, mon avenir entre parenthèses. C'est important pour moi d'accentuer ce petit bout de mon parcours parce que, suite à de longs mois fatigants avec beaucoup de persévérance, pour enfin retrouver mes capacités motrices que j'avais perdues. Ceci me redonne l'envie de me propulser vers l'avenir pour enfin penser à demain. Avec les accompagnateurs du CRM, nous avons commencé à penser comment construire mon projet. Ce projet que je voyais incertain, compliqué, presque impossible. C'était un sujet qui me faisait peur. Entre mes vrais désirs, ce qui pouvait être envisageable et ce qu'on me disait, c'était malheureusement décevant. J'avais comme une impression que tout ce que je souhaitais, il fallait que ce soit validé par les personnes qui m'accompagnaient. Je me suis retrouvée coincée dans tout cela. Puis, cette formation venait me basculer délicatement, au fur et à mesure, vers un chemin inconnu mais attirant, que j'appellerais par là, suite, la liberté. En effet, j'ai su reprendre les rênes de mon avenir. En septembre 2020, j'ai pris la décision de partir du CRM, car je me sens suffisamment prête à écrire mon propre destin. Je me sens capable. Oui, c'était compliqué de continuer seule. J'ai beaucoup ramé pour trouver de l'aide, mais je possède un socle solide qui est le pouvoir d'agir, surtout la détermination et l'envie, suite à la formation autodétermination. Aujourd'hui, j'essaye de sensibiliser au maximum les personnes que je rencontre. Je suis agréablement surprise de certaines réactions, car certaines d'entre elles souhaitent m'aider, souhaitent aider. Alors d'ailleurs, tout à l'heure, Kenza, je crois que tu reviens sur l'expérience d'1 an à l'université et tu as plein de choses à dire. Hein. Donc si vous pouvez, à un moment donné, nous aider à voir comment on va pouvoir faire pour prendre en compte tout ce que tu vas nous dire, ce serait sympa parce qu'on a vraiment besoin d'être accompagné là-dedans, quoi. C'est tout. Tiens, Romain, regarde, c'est la formation. La formation
la formation m'a apporté par le plus fort, par le plus, j'apprends du vocabulaire qui, pardon, je m'exprime plus, je veux savoir devant les autres. J'ai réussi à apprendre la même chose, tout par le monde, salarié, personnel, ressources d'autres établissements. Ok. Donc là on va vous présenter concrètement cette formation, puisque là, vous avez effectivement dressé un petit bilan. On va vous montrer un peu les modules de formation qui ont été créés. Et vous, Kenza et Romain, vous présenteront en fait 3 supports qui ont été conçus lors de ces modules. Les 3 supports, c'est la connaissance de soi, par le biais d'un outil qui s'appelle le livret de parcours. C'est la fiche « Je choisis de ». Et ça, c'est par rapport à cet apprentissage du pouvoir d'agir. Et Kenza, la montgolfière, qui est un support qui est utilisé pour y voir un peu clair, justement, de ses valeurs et ce qui empêche, en fait, que la montgolfière, qui est son propre projet de vie, s'élève, en fait. Voilà. Alors, cette formation... Elle, donc elle a été proposée à 4 établissements de la Marne et des Ardennes. Bon, il y avait aussi l'IME, les Sylvains, effectivement, des personnes déficientes intellectuelles. Et voilà, tout type de handicap, en fait. Hein. Coralie a raison, il n'y a pas, c'est pour tout le monde. Hein, c'est vraiment, et à tout âge. Donc ça a duré presque une année, hein, puisque aujourd'hui on est encore en train d'en parler, puisqu'on vient de faire le bilan et les textes. Il y a donc eu 6 modules de formation qui ont été organisés pour les 12 personnes vivant avec un handicap, et il y en a eu 7. Alors, en fait, là, on va aller vite, je ne vais pas aller dans le détail, si ça vous intéresse, de toute façon, on vous passera les modules, mais il y a des modules qui sont mixtes, qui sont communs, hein. C'est-à-dire que là, par exemple, là, les 2 jours de travail qu'on a fait, on était tous ensemble. Ce ne sont pas les personnes qui font leur formation et les professionnels, hein. Donc, ils peuvent être mixtes. Et puis, il y a eu un module de formation pour les cadres, hein, sur le cadre, hein, de l'autodétermination et de l'autonomie. Donc entre chaque module, il y avait des séances de coaching, parce qu'en fait, ce que nous disaient les professionnels, c'était OK, une formation effectivement à l'autodé, mais quand on revient, on ne sait pas trop comment s'y prendre. OK, on a des outils, mais on en fait quoi? Et donc, on avait mis en place des séances de coaching avec les personnes accompagnées et les professionnels pour essayer ensemble, du coup, de lancer un peu la dynamique. Hein. Le programme. Alors, le programme pour les personnes vivant avec un handicap, donc le premier module de formation, en général, ce sont des formations qui durent 3 jours. À 6 heures par jour, donc c'est 18 heures. Et pour les professionnels, c'est plutôt 2 jours à raison de 7 heures par jour. Hein. Alors on démarre par, vous avez bien compris hein, que c'était notre porte d'entrée, et c'est les droits en fait. Et on démarre par cette convention de l'ONU, parce que, effectivement, on se rend compte que, du coup, tous les groupes de formation qu'on accompagne, mais les gens ne connaissent pas du tout, et en ont jamais entendu parler pour la plupart du temps, quoi. Donc, en fait, on regarde la Convention de l'ONU et on travaille sur, du coup, les droits, mais les droits que les professionnels, du coup, activent, parce qu'évidemment, vous en activez des droits en accompagnant les personnes. Mais en fait, c'est très pratique comme formation. Hein. On part vraiment de ce que vivent les personnes, de ce que vivent les professionnels, et on regarde ce qui peut être bougé, changé, en analysant aussi avec des indicateurs de pratique inclusive. Et ensemble, on essaie de voir ce qui peut être proposé différemment pour que l'autodétermination ne soit pas qu'un vœu pieux ou qu'un long discours. Voilà. Donc, voilà, donc la Convention de l'ONU. Alors, il y a
énormément d'outils qui ont été adaptés. Il y a des jeux de rôle. Enfin bon, on prend notre temps aussi. Hein, on suit le rythme des personnes et c'est pour ça qu'on est 3. C'est-à-dire que quand il y a un groupe de 12 ou 14 personnes vivant avec un handicap, eh ben, on vient à 3. Parce qu'il y a besoin, effectivement, vous savez, hein, aussi bien que moi, du coup, il y a des gens qui ont des rythmes différents de compréhension. Donc, il faut aussi qu'on mette les moyens pour que ça puisse fonctionner, quoi, hein. Donc là, il n'y a pas toujours des professionnels. Donc le deuxième module, c'est ce que dit Kenza, hein, c'est le développement de l'estime de soi. Alors là, on s'en est rendu compte à la fin de la première expérience avec le premier groupe, où à la fin de la formation, on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'avait vraiment pas passé assez de temps là-dessus, sur la connaissance de soi, bien se connaître et puis le développement de l'estime de soi parce que ça bloque en fait pour faire ses choix, pour décider, et ce qui est normal, hein, je pense qu'on est tous, c'est pas que pour les personnes vivant avec un handicap, c'est vraiment pour tout le monde. Donc ça, c'est le deuxième module. Le troisième, c'était donc un travail sur ses compétences sociales. Hein, comment on développe ses compétences sociales. Donc là, on va passer du coup assez vite, mieux communiquer, l'assertivité, enfin bon, on a retravaillé sur les compétences sociales. Ce module-là, on ne l'avait pas proposé sur le premier groupe, et on s'est rendu compte à la fin de la formation aussi qu'en fait, ils sont tous en établissement médico-social, ils ont tous des réunions de projet, quasiment, et en fait, ils ne voyaient pas trop quel est leur projet. Je ne sais pas, c'est dans le dossier. Ben ouais. Ok. Et en fait, on s'est rendu compte à la fin, quand on a voulu travailler avec eux à un outil d'ailleurs québécois qui est le plan de service individualisé, pour qu'ils puissent vraiment animer et mener leur projet, leur plan de service, et bien en fait, ils ne connaissaient pas leur projet. Et certains nous disaient qu'ils n'en avaient pas du tout. Et les réunions, c'est des réunions où ils ne sont pas toujours présents. Enfin bon, voilà. Donc, on a, sur le deuxième groupe, vraiment revisité un module sur la construction du projet, parce que c'est un peu ce que vous disiez. En fait, la loi de 2002, il y a encore des choses qui ne sont pas du tout acquises et qui se font. En tout cas, le projet reste probablement un outil essentiel pour vraiment bâtir et être autodéterminé. Et on sent que cet outil n'est pas utilisé. En tout cas, n'est pas utilisé comme on pourrait l'utiliser. On a un module commun qui est être informé pour mieux participer. Donc ça, c'est un droit de la Convention de l'ONU, hein, le droit à l'information. Comment peut-on participer, choisir ou décider si on n'est pas informé ? Je pense que ça, c'est vraiment pour tout le monde aussi, hein. Donc, on utilise aussi à l'intérieur de ce module le facile à lire et à comprendre, mais ce n'est pas une formation au facile à lire et à comprendre. Le facile à lire et à comprendre ne restant qu'un support pour... mais là, l'intérêt, c'est vraiment que la personne sache que c'est un droit et que ça démarre par là, être informé. Et puis, il y a plein de modes de communication qui existent pour pouvoir effectivement s'informer. Et puis... le module 6, c'est le plan de service, animer et diriger son plan de service. Et là, on travaille effectivement sur le pouvoir d'agir. Voilà, alors je pense que ça va vite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième groupe, les personnes, il y avait des professionnels qui avaient fait la formation sur le premier groupe, qui assistaient à la formation des personnes. Elles avaient été formées et elles pouvaient effectivement un peu mettre en pratique leur rôle d'experte, mais surtout peut-être passer d'un rôle d'éducateur à un rôle de personne ressource, hein, puisque là on était bien sûr comment je peux être une ressource, qu'est-ce que ça peut bien faire qu'on soit éducateur, AMP ou autre, on est ressource à un moment donné d'une personne qui a des besoins. Donc, parce qu'on a eu aussi des réactions d'AMP dans des établissements qui nous disaient, mais nous, moi le projet, moi j'ai rien à voir avec ça, c'est pas moi, c'est les éducs, c'est les coordinateurs. Enfin, bon, on va revoir un peu ça, quoi, parce que les ressources, c'est voilà. Et pour les personnes expertes, les personnes comme Kenza faisaient partie en fait du groupe de professionnels qui se formaient, et elle était experte auprès des professionnels. Hein.
Voilà, donc pour les professionnels, on va aller vite, mais vous voyez, vous retrouvez de toute façon exactement les mêmes choses que pour les personnes, sauf que du coup, on ne les abordait pas forcément par la même porte d'entrée, et puis il y avait peut-être moins d'outils adaptés qu'il fallait construire ou adapter. Donc stimuler la prise d'autonomie et la participation sociale, c'est un module de 2 jours où les personnes effectivement repartent avec des engagements concrets. Et ça, en tout cas sur la Bretagne, Rennes, c'est un module qu'on donne beaucoup, parce qu'a priori, ça permet de déclencher quelque chose. Alors après, bon, on ne suit plus, on ne les voit plus après. Donc, je sais pas. Voilà, la Convention de l'ONU, évidemment, on aborde la Convention de l'ONU, tout ça. Le deuxième module, c'est le modèle social du handicap, où là, on regarde vraiment le modèle, du coup, avec, vous savez, tous les modèles, en fait, système caritatif, on est passé modèle médical, modèle social. On s'appuie beaucoup sur Patrick Feugerolas, aussi. Voilà. Le module 3, c'est accompagner le développement de l'estime de soi. Donc, effectivement, les personnes apprennent, mais comment on fait pour accompagner le développement de l'estime de soi? Ensuite, l'évaluation et le développement des compétences sociales. Comment on peut effectivement peut-être, non pas opposer, comme vous le disiez, mais évaluation et participation. Du coup, là, les personnes sont effectivement complètement auteurs, autrices, enfin tout ce qu'on veut, mais en tout cas participent socialement à leur évaluation. Le module 5, c'est comment co-construire le projet avec la personne. Et le 6, être informé pour mieux participer. Donc ça, c'est le module mixte. Et le dernier, c'est accompagner la mise en œuvre du plan de service. Voilà. Voilà, je pense, voilà globalement, pour que vous ayez quand même une idée un peu des modules de formation. Il est évident que l'idéal, c'est de suivre les modules dans l'ordre. Parce que si on met l'estime de soi à la fin, ça n'a pas trop de sens, etc. Il y a effectivement, sur Rennes, par exemple, on donne 2 modules. Le premier est être informé pour mieux participer, parce qu'ils pensent que... Donc on voit bien là que la formation, l'apprentissage, elle est essentielle, en fait, pour tout le monde. Et si possible, un peu en même temps, quoi. Pas faire pendant 3 ans, 2 ans, 3 ans les pros ou les personnes et puis attendre 2-3 ans pour faire les autres. Il faut qu'on, c'est en même temps qu'il faut absolument qu'on arrive à bouger les lignes. C'est pas les uns derrière les autres ou après les autres, quoi. Voilà. Donc là, comme je ne suis pas du tout, moi, mon PowerPoint, je ne sais plus où on en est après. Alors oui, la montgolfière. Alors peut-être on peut... Kenza, je présente la montgolfière et toi tu nous montres la tienne, comment toi tu l'as... On fait comme ça? C'est comme ça que c'est prévu? Ok, ça marche. Alors la montgolfière, c'est un outil, en fait une montgolfière, tout bêtement, où on va travailler avec les personnes sur... Il y a une nacelle, avec qui je monte dans la nacelle. Est-ce que je monte tout seul? Ou bien qui j'embarque avec moi dans mon projet de vie, dans mon parcours de vie. Donc la personne choisit les personnes ressources qu'elle va juger indispensables. Voilà. Alors après, une montgolfière, évidemment, c'est évolutif. Ce que Kenza a fait il y a maintenant 2 ans, j'imagine que si tu la refaisais, ça bougerait peut-être un peu. Ben oui, sans aucun doute. Donc là, on voit la corde. Qu'est-ce qui tient à la terre, qui fait que ça nous empêche quand même d'y aller, quoi. Voilà. Donc là, il y a tout un travail autour de ça. Alors évidemment, on ne la remplit pas en une demi-journée. Vous avez... C'est tout au long de la formation, en fait, qu'on la remplit. Elle finit par être remplie au bout d'1 an, quoi. Au bout de... Voilà. Les sacs, là, les poids, eh bien, c'est qu'est-ce qui... Et là, j'apprends à me connaître. Et quand on apprend à se connaître, on arrive à déterminer un peu ses poids. Ça peut être effectivement la peur, ça peut être les préjugés, ça peut être le stress, ça peut être plein de choses. Donc, pour pouvoir après les dégager, ces poids, quand on va monter, eh bien, on va du coup avoir des actions qui vont se remplir dans la montgolfière. C'est les actions de notre projet, en fait. Et dans le petit carré, j'ai oublié de vous dire ça, mais j'aurais dû, parce que c'est la première chose en fait qu'on fait ensemble. C'est en fait ce que Romain nous parlera tout à l'heure, c'est vraiment apprendre à se connaître. C'est quoi mes valeurs?
Tu en as parlé aussi, Kenza, parce que c'est bien nos valeurs qui guident nos vies. Et là, eh bien, elles découvrent souvent leurs valeurs. On n'a jamais travaillé ça avec les gens, quoi. Et moi, j'ai des retours en arrière, du coup, de 40 ans de travail dans le médico-social, et je me dis, aïe, on a loupé vraiment plein de choses. Mais bon, aïe, c'est bon. On démarre sur d'autres bases. Et puis, alors après, une fois que la montgolfière, les actions, du coup, se remplissent, la montgolfière, le ballon gonfle, et on détermine des vents qui portent et des vents qui freinent. Puisque quand on vole en montgolfière, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, les vents portants et les vents freinants, eh bien, les personnes vont déterminer. Alors ça, c'est aussi tout un travail avec des supports. Voilà. Et ensuite, on peut y aller. C'est parti. Donc, Kenza, du coup. Est-ce que tu es prête à nous commenter ton montgolfière? Donc, si vous avez des questions au fur et à mesure, donc voilà ce que Kenza a écrit sur cet outil, la montgolfière. Donc la montgolfière nous permet de schématiser le projet d'une façon concrète et d'avoir une vision globale de nos points forts, de nos points faibles, quelles sont nos ressources, qu'est-ce qui fait barrage et qui empêche notre projet d'avancer. Voilà un petit peu, pour elle, ce que la montgolfière a apporté. Donc là, c'était par rapport au projet de l'université ou son projet. Et donc, Kenza, vous voyez, dans la nacelle, elle s'est mise seule dans ce projet. Et donc, qu'est-ce qu'il y avait? Les poids, c'était la peur du monde inconnu, le budget, ne pas trouver aussi le bon interlocuteur. Et puis ce qui l'empêchait en fait d'aller vers ce projet, vers l'université, vers ses études en faculté, c'était le CRM. Voilà, et donc l'établissement. Ça ici, ce sont les obstacles, les vents portants et les obstacles. Alors pour les obstacles, ce sont les conditions qui ne sont pas adaptées, les enseignants qui n'étaient pas formés ni informés, les cours qui allaient beaucoup trop vite, le fait de ne pas avoir d'aide humaine et les transports en commun. Ce qui l'a aidé, ce qui était portant, c'était ses parents, c'était le fait d'être libre, c'était cette question de l'autodétermination, de choisir seul, de créer son projet créer mon projet comme je le souhaite, être dans le milieu ordinaire, et puis avec toutes mes motivations et mes ressources. Voilà. Si tu veux rajouter des trucs, tu nous le mets. Hein. Alors, en fait, ce qu'on peut peut-être rajouter, Kenza, c'est pourquoi tu t'es mis seule dans la nacelle. C'est parce qu'en fait, pour pouvoir faire ce projet, à un moment donné, tu as compris qu'il fallait que tu partes de l'institution parce que c'était pas possible. C'était pas possible. Puisque ce projet, on lui disait que c'était impossible, que c'était un rêve, etc., etc. Et donc la seule manière de pouvoir le tenter, eh ben, c'était de redevenir seul, en fait, enfin de partir seul dans le projet. Ça n'a pas été simple. Non, ben non, ça n'a pas été simple, parce qu'effectivement, là tu nous en parles, je crois, tout à l'heure. Hein, un petit point. Parce que là ce besoin d'accompagnement, Kenza, toi, tu savais que tu avais besoin d'accompagnement. Mais elle ne l'a pas trouvé, en fait. Hein, mais un accompagnement qui t'encourage. Et ça c'était compliqué. Donc, soit, effectivement, on ne fait pas son projet et c'est tout. Soit, on y va seul, mais on a besoin d'accompagnement. Donc, on a besoin de vous, quoi. Hein, voilà. Mais avec une posture, sans doute, un peu différente, en tout cas, pour ce qui est de Kenza. Donc là, c'est la fiche. Là, c'est la fiche, je choisis deux. D'accord. Tiens, vas-y, prends-les, et puis je regarde. C'est du direct live. C'est ça.
Ça, il arrivera à lire. Ah ben, tu peux peut-être le lire. Ah oui, du coup, tu liras tu liras le dernier. On fait comme ça. Du coup, je dis, je travaille sur la fiche. Je travaille sur la fiche jusqu'à ici. Comme il y a des tellement de textes qui ont été réalisés, que c'est un peu la... C'est ça, c'est un peu compliqué. Un peu la muse. Comment? Un peu la muse. C'est un peu la muse. Oh non, ça va. On va s'y retrouver, t'inquiète pas. Alors du coup, là, pour Romain, on va partir d'un rêve qu'il avait. Du coup, c'était de se déplacer tout seul parce qu'il a été toujours par l'intermédiaire de quelqu'un, forcément. Et aujourd'hui, on a utilisé la fiche action, qui est un outil pour lui un peu plus facile, parce que ça lui permet de se poser, parce que du coup, Romain a besoin beaucoup de temps pour réfléchir et beaucoup de temps pour se poser. Et du coup, à travers les différents thèmes, par exemple, j'agis, comment je m'y prends, c'est quoi, c'est mes recherches d'informations et mes ressources. Il avait besoin d'aide pour avoir des bases pour chercher ça, justement. Alors, travail sur la fiche, je choisis 2. Il est important pour être heureux dans sa vie de s'affirmer, de faire des choix, de prendre des décisions. Pour cela, il faut avoir une bonne connaissance de soi. C'est un élément indispensable pour s'autodéterminer. La fiche action Je choisis 2 est un outil qui permet d'avoir un rôle à jouer dans les différentes étapes de mon projet. Tout d'abord, je choisis une action que je décide. Par exemple, aller voir un match de foot au Stade de France. Je détaille comment je m'y prends en parlant autour de moi, en envoyant des mails, en passant des appels, en calculant combien cela va me coûter. Pour cela, je recherche des informations sur Internet. Je trouve qui est arbitre de foot. Je trouve qui peut m'aider, pardon. Je trouve qui peut m'aider, comme mes parents ou mon voisin qui est arbitre de foot. Grâce à tous ces éléments, je sais comment moi-même agir pour mener à bien l'action que j'ai choisie. Le fait de faire cette fiche pour cette action m'a permis de me sentir heureux et donc de choisir ma vie. C'est un épanouissement personnel qui m'a permis de choisir et décider. Le pouvoir d'agir concerne tout le monde, car chacun, sans exception, a le droit au bonheur en choisissant ses propres actions. Là, on est complètement en lien, en cohérence avec ce que disait Coralie sur la qualité de vie. Parce que là, c'est vraiment ce qui est important pour moi et ça améliore ma qualité de vie. Donc là, on est vraiment complètement en lien. Donc là, dernier outil, c'est le livret de parcours. Donc là, Romain, c'est bon, c'est ta fiche. Alors, c'est celle-ci. Bien se connecter, se connaître. Il est important de se connaître avant de faire les sombres progrès. Se connaître, ça prend. Bien se connaître, c'est savoir ce qu'on est, savoir que l'on fait avant, connaître qualité et ses valeurs, servent à prendre des décisions, savoir ce que l'on veut faire dans le futur.
livret de parcours m'a permis de connaître mes qualités. Sont gentils, volontaires et courageux. Mes valeurs sont l'amitié, l'amour, le respect et j'ai pu trouver mes qualités grâce aux valeurs. Une liste de mots donnés et choisis car il me correspondait. Donc Réjeanne, tu... Ok. Alors, rapidement, le livret de parcours, c'est un outil qu'on a créé il y a déjà une dizaine d'années. C'est un livret qui appartient à la personne. Et à partir de différentes activités, comme a dit Romain, la personne réfléchit en fait sur ses valeurs, travaille sur ses forces, ses qualités. Elle fait aussi le point sur les événements marquants de sa vie. Et le livret de la personne, ce livret donc aide la personne à mieux se connaître, à valoriser ses expériences et ses apprentissages, et donc à augmenter l'estime de soi, la confiance en soi. Ce livret de parcours, en fait, il évolue aussi avec la personne et ses différents temps de vie, c'est-à-dire que voilà, cet outil est évolutif. C'est aussi un bon support en fait d'échange entre la personne et ses accompagnants dans la co-construction du projet de vie. Voilà. Donc, il se remplit c'est la personne qui le remplit seule ou avec les accompagnants, et ça se fait tout au long du rythme de la personne. Voilà. Mon expérience à la fac. En septembre 2021, je me suis inscrite dans une formation continue à l'université de Reims. Avant mon inscription, j'ai fait toutes les démarches nécessaires. J'ai contacté la mission handicap pour avoir toutes les informations. La mission handicap, qui elle-même m'avait dit « Vous avez raison, mademoiselle Smati, de vous y prendre en avance. Ceci n'est pas un simple détail. En effet, c'était au mois de mai. Sur leur site internet, tout était parfait. Tout le monde aurait aimé bénéficier de tous ces avantages et aides qui sont inscrits sur cette jolie page d'accueil dédiée aux étudiants en situation de handicap. J'ai commencé ma formation en septembre. J'ai rencontré mes enseignants. Chacun avait sa propre perception du handicap. La rencontre la plus heurtante, c'était avec le prof de maths. Je pense que mes mouvements anormaux l'ont stupéfait. Il me fixait, mais il était incapable de venir me parler. Il a échangé avec certains étudiants afin de mieux les connaître. À ce moment, je n'avais aucune envie de faire un effort pour aller lui parler. Je prends alors mon téléphone en espérant que cela fasse avancer les aiguilles de l'horloge plus vite. En fouillant dans mes vieux textes sauvegardés, je tombe sur le texte de Jacques Salomé intitulé « Quand je te demande d'être écouté ». Un soir d'octobre, à la veille de mon premier partiel, je me suis retrouvée à remplir mon dossier de demande d'aménagement des conditions d'examen. J'ai demandé à avoir l'aide d'une tierce personne pour prendre mes notes, ranger mes affaires. La réponse est « Cette formation ne me donne pas le profil d'une étudiante officielle, donc je n'avais pas le droit. » Au niveau de mes déplacements, trouver un bus adapté est un défi. Tous les bus ne possèdent pas de rampe. Il fallait que je prévoie 2 heures à l'avance et malgré cela, parfois je rentrais chez moi en fauteuil. Comme c'était des cours du soir, les bus se faisaient rares. Même s'il y en avait un dernier qui passait, il fallait espérer que celui-ci soit adapté. Je me retrouvais dans des situations de stress en permanence tous les jours. En décembre, alors que je prenais la route pour rentrer chez moi, un clignotement peu habituel apparaissait sur la manette de mon fauteuil. Un fauteuil électrique avait une durée d'utilisation limitée à 5 ans. Le mien, cela faisait presque 8 ans que je l'avais. Donc un nouveau défi pour obtenir un financement auprès de la MDPH. Depuis, je me déplace avec un fauteuil plus fonctionnel et qui s'arrête quelquefois.
La bonne nouvelle, c'est que dans quelques semaines, j'aurai mon nouveau fauteuil. Je pourrais continuer à écrire des pavés, à dénoncer notre société encore, mais je pense que l'essentiel est entendu. Malgré tout ce que j'écris, je ne sais si je peux dire que c'est juste une année déplorable avec une succession d'ennuis. Je me suis retrouvée à faire des choses dont je pensais que j'en étais incapable. J'ai développé mon indépendance. Puis surtout, j'ai adoré apprendre. J'ai adoré les moments passés avec ces inconnus qui aujourd'hui sont devenus des amis. J'ai adoré le moment que j'ai accordé à cet enseignant pour lui apprendre un plus sur la paralysie cérébrale. Et enfin, j'ai été extrêmement touchée le jour où mon prof de maths est venu me voir et me dit « Je suis sincèrement désolée, personne ne m'a expliqué, je ne savais pas quoi faire, je suis un peu nulle, vous savez. Depuis, à chaque fin de cours, il se précipite pour m'aider à ranger mes affaires. » Voilà. Donc voilà, donc si vous avez, je sais pas, ici reste, je sais pas. En tout cas, on peut passer nos mails, on peut vous dire des choses si vous voulez. Simplement, sachez que là, on a 2 représentants. Là aujourd'hui, ils doivent être 120 personnes à peu près qu'on a dû accompagner. Y compris sur Rennes, des personnes déficientes intellectuelles, des personnes déficientes intellectuelles légères, moyennes, profondes. Alors profondes, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, mais enfin bon, des personnes déficientes intellectuelles. On est vraiment sur tout type de handicap, parce que l'autodétermination, c'est vraiment pour tout le monde. Et on ne peut plus dire, on entend dire, oui, mais moi, chez moi, dans mon institution, c'est pas possible, j'ai pas les mêmes, ils pourront pas. Ben non, Kenza, elle écrit, elle dit, Romain, il dit aussi, et puis les autres, ils le disent à leur manière, et il faut vraiment leur faire confiance, parce que c'est ce qu'ils nous demandent, quoi. Hein. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup. Pour nous, c'est important de venir vous voir. Je crois que ça va faire un peu court pour les questions. Ça va être frustrant, mais je crois que ça va être un peu court pour les questions et c'est plus raisonnable de passer l'étape des questions. Un grand merci à Kenza et à Romain d'être venus partager leurs expériences. Merci à tous d'être venus présenter vos expérimentations. Merci à Coralie qui nous entend toujours au travers de la caméra qui est là. Enfin, j'espère qu'elle nous entend. Sans doute, elle nous entend. D'avoir partagé avec nous ses connaissances depuis le Québec. Donc merci à tous. Et on peut prendre une grosse dizaine de minutes de pause. On reprend à 15h30 ici. À tout de suite.